Nous n'allons pas tomber dans le piège de la CENI du pouvoir en place. Nous savons qu'il y a tout un plan, toute une stratégie montée pour que nous n'allions pas aux élections le 30 décembre. Donc, nous levons l'option d'aller aux élections. Alors, si aujourd'hui nous disons qu'il faut que tout le monde soit là, y compris Béni, Boutembo, tout ça, tout le monde devrait être là. La conséquence est simple, les élections, on les reporte au mois de mars. Vous retrouvez encore une fois de plus avec votre émission d'abord le Congo, une émission qui reçoit pour vous le cadre du pays, les analystes politiques, mais aussi des experts dans de différents domaines pour analyser les questions liées à la vie politique de notre pays. Parce que, comme je le dis toujours, nous n'avons qu'un seul pays, d'abord le Congo. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien et vous adorez d'ailleurs ses analyses. Vous avez demandé à ce que nous puissions l'avoir sur ces plateaux. Et bien, nous sommes là. Nous allons débattre avec lui sur le sujet qui fait vraiment l'actualité dans notre pays. Il s'appelle Fillon Dondoboni. Il est président du parti Orange, candidat à l'élection aux élections législatives provinciales parce qu'il a des visions. Il va expliquer pourquoi ces changements ou ces choix. Nous sommes avec lui. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, la grâce de Dieu est là. Nous tenons bon, malgré toute la pression autour de nous, mais nous sommes obligés de tenir bon et d'avoir un regard vers l'avenir. Ça, c'est la chose la plus importante. Voilà, avec le président, nous allons discuter, parler de... on commencera d'abord par les élections. C'est vraiment un sujet qui fait débat jusque-là. On ne sait pas est-ce qu'il y aura élection, il n'y aura pas élection. Et s'il y aura élection, ce sera dans quelles conditions. Et après les élections, nous allons aussi parler du sommet qui s'est tenu à Brazzaville, au Congo-Brazza, le sommet de la SADC, sans la RDC, mais ils ont traité le sujet lié à la RDC. Alors, d'entrée des jeux, nous parlons des élections. Vous êtes candidat. Comment prévoyez-vous cette grande campagne, ces processus électoraux? Bon, d'abord au 30 décembre, nous sommes appelés, obligés d'aller aux élections. Les élections initialement étaient prévues pour le 23. Évidemment, la CENI a présenté ses arguments pour qu'il y ait un décalage d'une semaine. L'ensemble de l'opposition, l'ensemble des partenaires, tout le monde a pris acte de ces reports d'une semaine. Et nous attendons les 30 que nous allions aux élections. Donc au 30 décembre, il n'y a plus de raison qu'on puisse nous présenter pour empêcher la RDC d'aller aux élections. Pourquoi nous devons aller aux élections? Nous devons aller aux élections pour éviter le dégât qui c'est le risque majeur qui se présente devant nous avec le dégât, des grands dégâts qui pourraient être commis si on n'allait pas aux élections. Parce qu'après le 30 décembre, en réalité, personne ne saura justifier la présence de qui que ce soit sur nos institutions. Personne. Et tout ce qui tient jusque-là, c'est grâce à l'accord de Saint-Sylvestre en 2016, jusqu'aujourd'hui. Donc après le 30 décembre, personne ne saura justifier cela. Donc il est indispensable pour nous, en tant que peuple, en tant que nation, que nous allions aux élections. Voilà pourquoi nous demandons à la CENI, encore une fois, qu'au 30, elle honore son engagement pour que nous puissions effectivement aller aux élections et que le peuple se choisisse de nouveaux dirigeants. Alors, nous avons suivi, c'était hier, que la CENI a parlé de l'exclusion d'une partie de la République démocratique du Congo qui ne va pas voter et le vote sera au mois de mars. Comment analyser? Non, nous n'allons pas tomber dans le piège de la CENI du pouvoir en place. Nous savons qu'il y a tout un plan, toute une stratégie montée pour que nous n'allions pas aux élections le 30 décembre. Donc, nous levons l'option d'aller aux élections. Alors, si aujourd'hui nous disons qu'il faut que tout le monde soit là, y compris Béni, Boutembo, tout ça, tout le monde devrait être là.
la conséquence est simple. Les élections, on les reporte au mois de mars. Et le mois de mars, là, on devra encore être en mesure de prouver, effectivement, on en aura au mois de mars. Donc, les 3 mois restants là, les gens qui ont bâti campagne, qui ont investi, qui va couvrir ces temps-là? La CENI sera dans les capacités de rembourser qui que ce soit. Donc, au stade actuel, la solution la plus efficiente, la solution la plus efficace, c'est d'aller aux élections les 30. La CENI devra prendre toutes ses dispositions pour que plus de 90%, 95% des corps électoraux puissent aller aux élections les 30. Ça, c'est la position qui est là. Alors, est-ce que vous avez essayé d'analyser le contenu même du fonctionnement de cette machine de la CENI, puisqu'il y a eu incendie? Est-ce que les machines sont arrivées? Ils avaient dit qu'il y a un lot de bulletins qui vont arriver. Est-ce que cela est fait? Bon, nous en tenons aux déclarations de la CENI. La CENI a fait sa déclaration que pour Kinshasa, il y avait des réserves. La CENI a fait toutes ces déclarations, nous en tenons à ces déclarations. Quand elle déclare, donc nous considérons que ces déclarations sont vraies et nous croyons que ça sera ainsi. Parce qu'à ces niveaux de responsabilité, on ne peut que croire à la parole. Donc, en dehors de la signature d'un contrat, c'est la parole, parce que la parole vaut un engagement. Donc, nous considérons que la déclaration de la CENI sera effectivement vraie. Vous êtes, je peux dire même l'initiateur du projet de l'unité de l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition n'arrive pas toujours à s'entendre pour nous présenter ou présenter au peuple congolais un seul candidat. Est-ce que cela ne vous choque pas ou vous croyez toujours avant les 30, on aura un candidat unique? L'idéal, c'est qu'il faut absolument qu'on puisse avoir un candidat commun des deux qui sont sortis. Notre vision, notre rêve, c'était que nous puissions avoir une seule personne. Et c'est l'engagement qui a été pris également sous Triomphal quand la population a demandé 2 choses aux leaders qui étaient là. Donc, première chose, c'était le trahir Bissoté. Deuxième chose, le candidat, mon candidat commun. Et tous ces leaders qui étaient là ont pris l'engagement devant la population. Tous ont parlé, ont pris l'engagement. Nous n'avons pas pris parole, mais eux, chacun d'eux a parlé, a pris l'engagement avec la population. Quelques mois plus tard, aujourd'hui, nous avons 2 candidats. Non, on n'a pas encore atteint l'objectif. L'objectif, l'engagement avec la population, c'est un candidat. Et moi-même, en tant qu'initiateur justement de cette vision de la candidature commune de l'opposition, nous avons fait des consultations. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ce que la population avait dit. Voilà pourquoi nous considérons que les 2 qui sont sortis jusque-là, il peut y avoir possibilité de le mettre ensemble. Il y a des initiatives par-ci, par-là, pour que le plus humble soit à mesure de désister en faveur de l'autre. Et cela fera la joie de la population. Cela fera la joie de la population. Il est vrai qu'à l'issue des élections, le premier probablement, ça sera l'opposition. Le deuxième probablement l'opposition. Le troisième ou quatrième, ça sera le FCC. Mais si nous tenons à ce que les 2 se mettent ensemble, c'est pour que nous soyons en mesure de garantir le maximum possible de nos chances. Parce que les élections, il y a toujours un paramètre non maîtrisable qu'on appelle la surprise. Donc, il faut éviter que ce paramètre intègre justement notre façon de faire. Si ça intègre, la surprise cause de dégâts. Tu t'attendais à ce que tu puisses avoir A, le A n'est pas sorti, tu as eu C et ça cause de dégâts. Donc, il faut au maximum possible faire à ce que ces chances aillent dans le sens des prévisions faites en amont. C'est ce que nous souhaitons. Quand ils se mettront ensemble, il n'y aura plus match. Il n'y aura plus match. L'opposition, quelle que soit la situation, va gagner. Mais vous êtes initiateur de ces projets qui jusque-là n'est pas toujours arrivé à son terme. Est-ce que si aujourd'hui on vous demandait de donner le profil de celui qui peut, entre les 2 qui sont sortis, le profil de celui, même pas citer le nom, mais celui qui peut vraiment incarner l'espoir du... Non, vous savez, au stade actuel du débat, c'est difficile. Parce que vous avez gardé des bonnes relations entre tous... J'ai des bonnes relations entre le président Fayoulou et le président Félix. Donner un profil maintenant dans les contextes qui est nôtre, c'est les gens, d'une manière indirecte, vont dire que le président est en train de faire le choix sur tel. Nous sommes dans une situation hautement politique maintenant là.
le choix et la décision sera beaucoup plus politique que technique ou en termes de profil, comme tu dis. Puisqu'on a parlé de la popularité, on voit que tous les deux ont battu campagne. La popularité, ce n'est pas un facteur indispensable. Vous avez vu le président Fayulu, avant la campagne, 2 semaines avant la campagne, il n'avait pas la popularité qu'avait le président Félix, par exemple. Mais pendant la campagne, on a vu les 2 candidats ont bâti campagne, ont fait le plein. Partout, chacun a fait le plein. Donc, la popularité, c'est un facteur qui est variable en moins de temps. Il suffit seulement qu'on touche certains points bien précis, la popularité va venir. Et surtout si on est accompagné par un certain nombre de leaders d'opinion, comme ceux qui accompagnent le président Fayulu, vous comprenez. Donc, ces facteurs-là, il est indispensable, c'est vrai, mais c'est un facteur qui peut facilement être varié. En une journée, tu peux être célèbre, en une journée, tu peux faire le contraire, côté de célébrité. Mais il y a des paramètres plus importants dont nous avons fait allusion à son temps, et aujourd'hui, je pense que je ne m'aurais pas rappelé cela de peur que la population puisse se dire qu'il est en train de dresser son choix sur tel d'une manière indirecte. Et on risque de prêter facilement les intentions. Parce qu'en qualité de médiateur, des rassembleurs, il ne faut pas aujourd'hui, dans ce que je fasse, ça puisse se frustrer qui que ce soit. Bien qu'on reste objectif, il y a de vérités ne pourront se dire qu'en face des concernés, pour que chacun soit en mesure d'être beaucoup plus humble et céder à l'autre, pour l'intérêt justement de notre nation. Voilà, président Fayulu, qui vise aussi le gouvernorat. Vous avez une vision pour la ville pour de Kinshasa. Nous allons aussi parler de ces sujets-là. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vous poser une question rapidement sur le nombre d'années. Est-ce que vous êtes reconnu comme un politique qui fait des analyses, surtout sur les événements qui vont venir, et quand nous le voyons se réaliser, et on donne raison à vous qui précédemment vous avez essayé de projeter l'avenir. Alors maintenant, qu'en dites-vous par rapport à la philosophie que comme l'accord de Genève a prévu, s'il y aura le président Fayulu est élu président de la République, il va faire 2 ans, et puis on va encore organiser d'autres élections. Comment voyez-vous cette philosophie? Au stade actuel, l'accord là de la MOUCA, d'abord c'est un accord privé. Ce n'est pas un accord qui engage l'État. Parce qu'il y a des gens qui qualifient cet accord. C'est un accord privé, ça n'engage pas l'État. Ce sont des leaders politiques d'opposition qui se sont mis ensemble pour atteindre l'objectif. Ok? Il y a cet accord, il y a la réalité de la Constitution. Chaque organisation politique est libre de mettre en place un plan. Mais les plans que l'on met, pour que ça soit matérialisé dans les cadres de la vision de la nation, ça doit être aligné à la Constitution. Alors, si le président, il œuvrait dans la vision, il peut y avoir des éléments de modification de la Constitution pour rentrer dans l'histoire de 2 tours, au lieu de garder un seul tour, pour que tout le monde soit à mesure de participer aux élections présidentielles. Après, on saura prendre le plus gagnant pour qu'ils aient au second tour. Ça, c'est quelque chose de positif, de ce qu'on avait déjà fait. Mais pour rentrer dans la vision telle que l'accord de Genève a fait, il faudra avoir des soubassements juridiques qui sont constitutionnels. Alors, pour raser les élections dans les 2 ans, j'ai analysé cette situation personnellement hier. L'unique option pour qu'on rentre dans la Constitution, c'est que le président Fayulu, dans 2 ans, devra démissionner, parce que l'article 75 de la Constitution nous parle d'un cas de démission, en cas de décès, en cas de faute il y a quelques raisons qu'on a données là. La présidence, dont le président du Sénat assure la responsabilité du président et a 4 mois au maximum pour organiser les élections. C'est l'unique option constitutionnelle qui va faire à ce que le président Fayulu ne puisse pas faire 5 ans de mandat. Alors, c'est à ces moments-là qu'eux-mêmes, les signataires de l'accord, vont évaluer, vont juger si ça sera indispensable que les 2 ans-là, il y ait une démission. Et là, en cas de démission, donc il faudra se rassurer que le président du Sénat
il fait partie du système fonctionnel de cet accord pour que dans les 4 mois, effectivement, le président du Sénat organise les élections. Sinon, nous allons être dans une situation où le président du Sénat n'organise pas également les élections dans les 4 mois, il devient hors constitutionnel. Quand il ne sera plus constitutionnel, cela veut dire quoi? Cela veut dire nous allons replonger encore dans une situation, il faut qu'on s'assoie, il faut dialogue, il faut cela, tout ça. Donc, ce sont des situations qu'il faudra gérer avec beaucoup de maturité. La chose la plus importante, au meilleur moment, nous allons relever toutes ces faiblesses, peut-être pour tous ces points-là, pour que la population puisse faire un jugement beaucoup plus objectif quant à ça. Mais au stade actuel, comme nous sommes tous dans la lutte d'abord du changement, nous voulons que le système actuel qui a détruit le pays puisse partir. Nous travaillons pour soutenir l'ensemble de l'opposition et atteindre l'objectif. Nous ne voyons pas d'abord au Nani ou à Salakinini, non, nous sommes tous un bloc pour que nous puissions atteindre le résultat. Dès que les résultats vont atteindre, maintenant on va se dire certaines choses en face. Bon, maintenant on a atteint, mais toi aussi il y a ça, toi aussi il y a ça. Comme ça, tout le monde va s'emmander pour que nous puissions bâtir la nation correctement pour l'intérêt de notre peuple. Alors, vous avez une vision pour la ville, province de Kinshasa. Qu'est-ce que le président Fillou, arrivé au pouvoir, va faire pour que la ville de Kinshasa revête une nouvelle rôle? Première chose, nous avons une vision claire pour la ville. Notre vision, le rêve du Congolais, du Quinois devienne une réalité. Et que chaque Quinois croit à son devenir et au devenir de la ville. Il faut rebâtir l'espoir dans le cœur de chaque Quinois. Deuxième chose, nous avons un projet de société clair. Un projet de société qui s'articule autour de 4 points majeurs qui sont en fait les problèmes de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa a quel problème? Le premier problème de la ville, c'est un problème de sécurité. Donc, nous avons un plan précis sur la sécurité routière, la sécurité, l'éclairage public et la sécurité de personnes et de leurs biens. Il y a un plan clair là-dessus pour que nous puissions régler ces problèmes d'insécurité. Les jeunes gens ici, qu'on appelle les Poulouna, tout ça, pourquoi ils font ces genres d'activités? Parce qu'ils ont un sérieux problème d'occupation. On va les occuper, on va leur donner du travail, on a un plan pour créer l'emploi. Les 3 premiers mois, nous allons déjà au minimum créer 3600 emplois, les 3 premiers mois dans la ville de Kinshasa. Donc, ces gens-là, nous allons déjà les occuper pour qu'ils soient concentrés par rapport à leur travail et qu'ils abandonnent cette insécurité qu'ils sont en train de créer par-ci, par-là. Ça, c'est le premier point, l'insécurité. Deuxième secteur majeur du problème de la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa a un sérieux problème lié à l'environnement. L'environnement, aujourd'hui, si nous voyons par exemple le problème d'érosion, plus ou moins 390 têtes d'érosion dans la ville de Kinshasa qui menacent la ville. Nous avons un projet précis là-dessus. L'évacuation des déchets, c'est un problème aujourd'hui. Il y a des flaques d'eau qui stagnent dans la ville, tout simplement parce qu'il n'y a pas un projet clair d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Les problèmes d'inondation, les évacuations, les problèmes d'hygiène sanitaire publique, toutes ces choses, tout ça, c'est un problème lié à l'environnement. Nous avons un plan précis. Le tourisme, nous avons un plan précis, clair là-dessus. Troisième secteur, c'est le développement. Vous savez, il faut considérer la ville de Kinshasa comme un État. La ville de Kinshasa doit se développer. Premier secteur de ce développement, il y a l'éducation, il y a l'habitat, il y a la santé. L'habitat, nous parlons du logement et tout consort. Il y a la santé, il y a l'emploi. Nous avons un plan sur les emplois. Nous avons un plan sur les secteurs de la santé pour avoir les centres de santé de proximité. Nous avons un plan sur l'énergie, l'eau et le courant, l'électricité. Nous avons un plan sur l'ensemble des choses qui créent le développement. Aujourd'hui, l'hôtel de ville actuel a fait plus ou moins 10 ans. Si chaque 10 ans, il y avait un investissement de plus ou moins 5 millions de dollars américains par rapport au projet logement, on construirait au minimum peut-être 500 logements l'an. Donc, ce qui fait qu'en 10 ans, on aurait produit plus ou moins 5 000 logements dans la ville de Kinshasa. 5 000 logements veut dire quoi? 5 000 logements veut dire au minimum 10 cités vertes. 10 cités vertes dans la ville de Kinshasa. Imagine une fois 10 cités vertes dans la ville de Kinshasa, c'est que ça va donner. C'est une expansion terrible de la ville. Et dans chaque cité, vous créez des activités, comme ce qu'on appelle des équipements collectifs urbains qui intègrent la communauté pour que le peuple se développe. C'est comme ça que le gouverneur est censé réfléchir. C'est comme ça que le gouverneur est censé faire sa planification.
Quatrième secteur important de notre action, ça concerne la personne vivant avec handicap. Aujourd'hui, nous avons 13% de la population quinoise qui vit avec handicap. Personne n'a un plan précis et clair pour cette catégorie de personnes. Plus de 1,5 million de personnes dans la ville de Kinshasa, abandonnées à eux-mêmes, à elles-mêmes. Ces gens-là, quand on fait des travaux de construction, on donne les autorisations de bâtir. Personne ne vérifie comment est-ce que la personne vivant avec handicap va accéder dans cet immeuble. Parce qu'on n'intègre pas, que ce soit le sanitaire, que ce soit les accès, que ce soit toutes ces choses. La personne vivant avec handicap est abandonnée à elle-même. Donc, ce qui fait qu'en dehors de la blessure intérieure qu'a cette personne vivant avec handicap, il y a une blessure de la communauté qui lui impose. Parce que c'est une façon de rejeter. La communauté rejette cette personne-là. Mais pourquoi est-ce que cette personne mérite ce genre de punition? Elle n'a pas demandé à Dieu de venir sur cette terre dans ces conditions. Ça peut être un de nous également. Donc vous allez intégrer ça aussi. Donc nous avons un plan d'intégration de la personne vivant avec handicap. Pas seulement dans la conception architecturale, le route et tout consort sur cette personne, mais également dans le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, les taux de formation de la personne vivant avec handicap, il n'y a que 5% de la personne vivant avec handicap qui accède au niveau secondaire et au début de l'université. 95% restent à l'école primaire. Ça, c'est de l'assassinat, c'est catastrophique. Mais est-ce que vous développe justement cette personne. Vous avez quand même de points positifs que vous pouvez relever par rapport à la gestion de votre prédécesseur, le gouverneur? Le dernier point, avant que je puisse parler le dernier point, c'est notre budget. Nous avons évalué pendant notre 5 ans d'action un budget de 1,6 milliard de dollars américains pour régler l'ensemble des problèmes de la ville de Kinshasa. Donc, nous avons mis en place un plan et ce plan, nous tenons à le réaliser pour l'intérêt de notre peuple. S'il y a des choses à dire par rapport à la gestion antérieure, vous savez... Soulignez plus le point positif parce qu'on en a beaucoup... Oui, vous savez, le point positif apparaît quand ça dépasse le négatif en fait. Mais quand le négatif est supérieur au positif, les résultats sont toujours moins. Donc au stade actuel, les petits efforts qui n'intègrent pas dans les systèmes d'un développement global, parce que tout ce qu'on voit, c'est peut-être les gouverneurs ou ses collaborateurs qui ambiancent par-ci par-là et font de... Ça satisfait peut-être 1 ou 2 personnes, mais il n'y a pas un plan que personnellement, dans les 5 ans ici, j'ai identifié, qui a commencé à un plan A, qui s'est développé, ça devait arriver peut-être au point Z, mais ça s'est arrêté au point E. Je n'ai pas vu ces plans-là. Ça n'existe pas. On a l'impression que la ville est gérée du jour au jour. La ville est gérée dans un système du tic-au-tac. La ville est gérée dans un système abatteur, en fait. Hein? Est-ce que c'est un problème d'homme ou c'est un problème des compétences? Ce n'est pas vraiment un problème de compétences, c'est un problème d'homme. Je connais quand même certaines personnalités dans la ville de Kinshasa qui ont des formations assez approfondies, qui ont des diplômes, qui ont des expériences professionnelles. Même dans ce pays, il y a des gens qui ont l'expérience professionnelle extraordinaire. Mais pourquoi est-ce que le pays est dans cet état? C'est un problème d'un leadership. Le leadership et le problème de renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin d'implémenter dans cette ville un leadership que nous appelons du nouveau genre, utile et transformateur. Regardez le bourgmestre. Le bourgmestre, ce sont des grands messieurs. Ces bourgmestres, la loi leur accorde la possibilité de prendre l'initiative du changement dans leur secteur. Mais regardez comment ils se comportent. Ils sont des attentistes. Ils attendent qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et pourtant, un vrai leader identifie les problèmes, met en place le plan de solution et cherche le moyen, après avoir vendu auprès de sa communauté, ceux qui l'entourent, sa vision du changement. Et on ne voit pas ce genre de personnes. Et pourtant, le Congo a besoin de ce genre de personnes qui doivent être de véritables leaders, des agents, des personnes qui ont de l'influence qui apporte le changement. Vous comprenez? Et c'est ces nouveaux types de leadership que nous voulons implémenter. Nous allons commencer par là, au niveau de l'hôtel de ville. Nous allons implémenter ces leaderships auprès de bourgmestres, avec des réunions hebdomadaires avec le bourgmestre, les objectifs clairs, smartistes, bien précises. Voilà le résultat qu'on attend de toi. Et chaque réunion, il y a une évaluation. Nous allons faire un travail
au niveau des infrastructures, au niveau de voies tertiaires, tout ça, pour que nos quartiers, le parc de jeux, les enfants s'épanouissent. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, qui habiterait Bandal, qui habiterait Makala, peut se dire que maman ou papa amène-moi au parc. Ça n'existe pas. Et pourtant, nous avons ici, nous avons la forêt équatoriale, nous avons la véritable terre qui fait faire pousser n'importe quel type de plante ici. Mais ça n'existe pas. Vous croyez que ça, c'est un problème d'argent? Non, d'argent, non. C'est un problème de leadership, d'initiative. Et prendre la responsabilité et de priorité. Mais tout simplement, ce que nous voyons, ce sont des terrasses, ce sont des ngadas, et ce sont justement ces choses qui avilissent, qui détruisent même l'éducation des enfants. Au lieu qu'ils s'épanouissent dans les sens positifs, ils s'épanouissent dans la médiocrité, dans la bassesse. Et c'est ça le problème. Nous considérons cela comme un défi pour nous. Un défi dont nous avons l'obligation et la responsabilité de relever dans les années. Mais comment vous expliquez, parce qu'il y a eu des gens qui m'ont écrit en disant que le président Fillou avait des visions pour le pays et on croyait que c'était parmi les gens qui pouvaient sauver ces pays. Mais qu'est-ce qui explique ce changement? Je ne sais pas, ça sera appelé un changement tactique, stratégique de la présidence au gouvernorat. Bon, justement parce qu'on a voulu servir d'exemple, on a fait la lecture de l'homme politique congolais. Les mois priment tellement, il fallait que nous-mêmes nous servions d'exemple pour dire que toutes ces consultations, nous le faisons, on le fait, nous ne le faisons pas pour nous. Nous-mêmes, on ne postule pas. Pour que les autres candidats déclarés de l'époque ne puissent pas dire que ce travail est fait dans le sens d'influencer les gens autour de nous. Ce n'était pas ça le cas. Nous avons même fait la promesse de mettre à la disposition du candidat commun le peu de moyens que nous avions planifiés par rapport à notre campagne pour que l'opposition gagne. Ah, ce n'était pas par rapport au problème des moyens, non, au bas de campagne, parce qu'on a vu aussi des candidats présidents de la République battre campagne ici à Kinshasa. Nous, ce n'était pas un problème de moyens. Vous avez vu, nous avons lancé une vidéo pour la ville de Kinshasa. On avait déjà tout un plan communicationnel, un plan de descente terrain opérationnel, descente dans les différentes grandes villes de l'intérieur. Il y avait tout un plan qui a été conçu. Mais nous avons dit pour l'intérêt de la nation, on ne dépose pas, en tant que bon gestionnaire, je ne me vois pas dépenser 100 000 $ pendant que je sais que je n'irai pas jusqu'au bout. Parce qu'il y avait cette question-là où nous-mêmes nous avons pris l'initiative de la candidature commune de l'opposition. Je ne voulais pas me dire, mâcher mes mots pour dire que je vais tenir, que ça soit seulement moi. Non, je donne un signal fort pour montrer que je n'ai pas un moi vis-à-vis, enfin je n'ai pas une forte opinion personnelle, mais je cède pour que les autres comprennent que l'un ou l'autre pouvait faire autant pour l'intérêt de notre nation. Est-ce que vous pouvez faire un résumé de ce que vous avez dit pour la ville province de Kinshasa? Parce qu'il y a des Kinois qui sont, même à l'étranger, qui vont suivre cette émission. J'aimerais que vous le fassiez en lingala pour qu'ils comprennent un peu la vision que vous avez pour eux. Tout ça, une vision claire et précise pour la ville à Kinshasa. Vision d'abord, ils que rêve à Congolais comme réalité. Et comme réalité. Congolais, les limites, il fait comme réalité. Deuxième chose, tout ça, le projet de société est clair pour matérialiser la vision. Le projet de société, on est à 4 points. Point à l'ibosser, ça les les alliés liés à un problème, il y a ville à Kinshasa. Ville à Kinshasa, il y a un problème, il y a insécurité. Donc, premier secteur, autre, ça, la moussa, on a vu, les alliés pour sécuriser ville à Kinshasa. Pour sécuriser en gros l'éclairage public, pour sécuriser ma personne de bien, et puis pour sécuriser par rapport à la circulation routière. Deuxième secteur, il y a secteur et environnement. Oui, le problème à Kinshasa, les alliés ma 4 côté environnement. On a plus ou moins 390 têtes d'érosion, ils ont menacé ville à Kinshasa. Donc, il faut tout régler le problème. Voilà. Tout ça, on a un plan là-dessus. Tout ça, on a un problème, il y a assainissement. Tout ça, on a un problème, il y a inondation. Tout ça, on a un problème d'évacuation des déchets, recyclage même des déchets. Parce qu'actuellement, il faut voir donner tout ça la recyclage. Ce hôtel même fleuve Congo, Ndengeleki na ville à Kinshasa, au Talima, ils ont la maille salité. C'est un problème d'environnement sérieux sur lequel il faut tout travailler. Donc, le problème, il y a des sanitaires, des faux sceptiques dans la ville à Kinshasa, aux toilettes publiques, toutes les toilettes dans l'école. C'est lié à l'environnement, à l'assainissement à la ville à Kinshasa. Donc, vous avez un plan précis pour la Cambouane. Troisième secteur, il y a un secteur, il y a un développement.
le développement, tous allés dans le secteur de l'éducation, tous allés côté logement, tous allés projet à ça là-bas logement planifié par rapport à la ville comme ça classe moyenne, la classe un peu plus basse, toi on a projet problème il y a santé à proximité, toi on a projet là-dessus, problème il y a emploi, toi on a problème il y a énergie, maïda courant. Donc, nous sommes là l'infrastructure, nous avons un projet clair, précis pour la Moussala. Et quatrième point important, autour de nous atteler, c'est la question de la personne vivant avec handicap. Dans le Mokolo, l'autre, nous avons plus ou moins 13%. Le là, 1 500 000 personnes dans la ville de Kinshasa, pour vivre avec handicap. Handicap moteur, intellectuel, ou je ne sais pas, il y a Goyo, Kato, il y a un handicap, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Mais bateau wana nyonso baza intégré na vie réelle de la communauté na bisoté. Et c'est ngeli toza un projet moko clair, il y a intégration de la communauté wana. Bana wana batanga la classe malamoté. Tona bango ya analphabète et ya alphabétisation ezali élevé. Donc c'est ngeli batanga classe bazwa ba chance lokola bato nyonso. Ba o ba 600 mois classe baza intégré na bisalate. Bien que loi moko ezali ko exiger yango, mais dans la réalité toza komona biloko wana te. Donc, biso, tous un projet clair pour la personne vivant avec handicap. L'ensemble de ces problèmes, de ces projets, est évalué en plus ou moins à 1,6 milliard de dollars pendant 5 ans. Il y a action à biso dans la ville de Kinshasa. Bandi était dans Ngolo Nzambe, pour atteindre l'objectif pour être mongwana aux populations qui ont besoin et pour que ça les membres, le coup de Nzambe. Voilà, rapidement, nous allons chuter avec notre émission. D'abord le Congo. Président, nous allons demander une brève analyse par rapport au sommet qui vient de se tenir à Brazzaville, où le chef d'État des différents pays de la région des Grands Lacs sont réunis pour réfléchir autour du sujet lié à la RDC. Mais la RDC elle-même n'était pas invité ou encore en retard. Les autorités ont dit que c'est un sommet qui ne concerne pas la RDC. Comment vous faites? Bon, c'est quand même assez dommage parce que la RDC est membre de la SADC, elle est membre de toutes ces organisations-là. Donc il fallait, ne fût-ce que par courtoisie, qu'on ait l'invitation, même si on devait traiter de la RDC. Pendant qu'on traiterait les problèmes de la RDC, notre délégué pouvait attendre dehors pour ne pas influencer la discussion qui se passerait à l'intérieur, mais du moins l'invitation, on devait recevoir. Ça, c'est encore un autre paramètre qui démontre que il n'y a plus d'État en fait. Il n'y a aucune considération sur notre nation, même les petites nations qui autrefois n'arrivaient même pas à approcher leur nez au nôtre, aujourd'hui se permettent d'avoir ce genre de comportement, parce que nous avons un leadership faible aujourd'hui. Donc vous trouvez ça normal que... C'est anormal, c'est anormal. Donc ça montre que nous avons un leadership faible aujourd'hui. Mais ces choses-là, c'est juste pour un temps. Un temps parce qu'il va y avoir un nouveau leadership dans ce pays qui va se matérialiser et qui aura la responsabilité de restaurer l'autorité de l'État et le respect vis-à-vis de toutes ces personnes, tous ces États qui nous entourent. En réalité, cette réunion-là, si vous analysez bien, les gens sont en train de prendre des dispositions sécuritaires pour leur propre pays. Aujourd'hui, la situation de Yumbi a créé plus ou moins, jusqu'à ce jour, plus ou moins 7000 réfugiés au Congo-Brazzaville. Donc, Congo-Brazzaville est en train de planifier une situation d'insécurité également dans son propre pays, parce qu'il doit prendre des dispositions. Aujourd'hui, s'il y a les élections au 30, il y a un problème lié aux élections, donc tous ces États-là sont en train de voir leurs frontières. Et au niveau des Bas-Congo, les gens vont aller vers l'Angola et d'autres pays, là, tous les pays frontaliers, les Congolais vont sortir du pays. Donc il faut les accueillir, il faut des dispositions, beaucoup de choses. Il y a le problème d'insécurité risque de se produire chez eux. Ces sommets, en réalité, visent leurs propres intérêts. Ils ne visent pas nos intérêts. Il nous revient à nous, Congolais, de voir les intérêts qui concernent les Congo et de bâtir notre nation avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup d'amour et beaucoup de persévérance. Nous devons bâtir notre nation. Donc la nation est devenue ce qu'elle est, on est descendu trop bas, mais nous ne perdons pas espoir. Voilà pourquoi on est engagé pour relever ce défi. Et nous allons le relever par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Président, de nous avoir reçus pour que nous puissions discuter de sujets liés à l'actualité. Avant de finir, quelle est votre inquiétude de tous les jours pour ces beaux pays, la RDC?
Ce qui me dérange tous les jours, c'est la méchanceté du leadership du Congo. Ça me fait pleurer tous les jours de voir les contrastes qu'il y a entre notre identité, notre vocation, tout ce qu'on a comme richesse et le degré de pauvreté de notre population. Et c'est trop méchant. C'est trop méchant. C'est trop méchant. Même à 10 km du centre-ville de Kinshasa, j'ai circulé, j'ai vu la réalité, la souffrance de ces peuples. Et c'est méchant de la part du leadership de ce pays. Les gens se permettent de gaspiller l'argent. En un concert, quelqu'un facilement peut, comme on dit à l'Inga, la Copanza, 50 000, 70 000, 100 000 dollars américains, comme ça. Et ces 100 000 dollars, c'est 50 000 dollars américains. On peut construire plusieurs centres de santé pour sauver des vies. J'ai vu des enfants mourir parce qu'ils ont manqué 500 francs. Je les ai vus. J'ai vu dans cette ville ici des personnes blessées. Dans cet environnement, il n'y a pas de centre de santé. Ben, ça, c'est ma structure. Natonga Bilamba. Moi, j'ai vu ça. Sans anesthésie, un grand garçon en train de crier, de pleurer. Moi, j'ai vu ça. Pourquoi cette méchanceté? Et c'est ça qui me révolte. Et c'est ça qui me pousse à vous dire qu'il faut absolument que les changements entrent. Comme l'archevêque Monseigneur avait dit, que le médiocre dégage et que nous puissions bâtir une nouvelle nation pour l'intérêt de notre peuple. Donc pour arriver à changer votre inquiétude à la joie, il faut travailler. Nous allons travailler, nous allons nous impliquer, nous allons sérieusement travailler. Il faudrait aussi que les gens votent des personnes qui vont sacrifier. Et voilà pourquoi, au niveau de la diaspora qui nous suit, je leur demanderai de demander à toutes leurs familles qui sont à Kinshasa, par exemple, que chacun cherche voter le parti orange. Chacun dans sa circonscription, dans sa commune à Kinshasa. Vous avez aligné combien de candidats? Parti orange, on a aligné 27 candidats députés provinciaux dans la ville de Kinshasa, dans 19 communes. Donc, que chacun cherche à mettre un candidat député provincial dans la ville de Kinshasa. Ça nous permettra d'atteindre un peu de seuil et après de voir comment est-ce qu'on peut faire sortir nos candidats. Par la grâce de Dieu, nous croyons que ces résultats seront atteints. Merci beaucoup au président Fillou d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme et aux propositions qui sont faites dans votre site cléboa.com. Merci.